Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de cette 5e e-conférence que vous propose la MAF. Et aujourd'hui, on va parler de la vulnérabilité du chef d'entreprise. Car oui, vos sources de revenus, votre entreprise et même l'avenir de vos salariés reposent sur vous lorsque vous dirigez une entreprise. Vous n'êtes évidemment pas invincible et donc des situations, ce qu'on appelle de vulnérabilité, peuvent avoir un impact important sur votre entreprise, mais également sur votre sphère familiale. Alors je vous parle de vulnérabilité, mais de quelle vulnérabilité parle-t-on ? Comment s'en prémunir? Comment s'en protéger au mieux? Comment protéger au mieux ses proches? Et quelles peuvent être les conséquences financières d'une mauvaise protection? Eh bien, on va vous donner toutes les réponses possibles puisque j'ai avec moi deux experts à même de répondre à toutes nos interrogations. Et je vous les présente maintenant. Maïté Lechat. Bonjour Maïté. Bonjour Stéphane. Soyez la bienvenue. Vous êtes ingénieur patrimonial chez MAF et puis à vos côtés, David Lascoviès. Bonjour David. Bonjour Stéphane. Vous êtes conseiller financier à la MAF. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. On va parler donc de vulnérabilité. Mais quand on parle de vulnérabilité, d'abord Maïté, quelles sont les situations qui peuvent mettre véritablement en péril une entreprise ? Alors, quand on parle de vulnérabilité du chef d'entreprise, on parle de situations où le chef d'entreprise n'a plus la capacité à agir. On parle de situations graves. De situations assez graves, puisqu'on parle de situations dans lesquelles le chef d'entreprise devient, par exemple, invalide et bénéficie de... Il ne peut plus agir de toute façon sur son entreprise. C'est ça, il ne peut plus gérer, il n'a plus la capacité à gérer. Et du coup, il est souvent sous une mesure de protection, telle que la tutelle, la curatelle qu'on connaît. Ou alors, situation encore plus grave, on peut aussi avoir le décès du chef d'entreprise qui va venir bouleverser la vie de l'entreprise, mais aussi la vie de la famille. Et que devient l'entreprise d'ailleurs dans le cas du décès d'un dirigeant ? Alors, lorsque l'entreprise est exploitée sous forme de société, donc la société, elle ne meurt pas au décès du dirigeant. C'est important de le savoir. Elle continue de perdurer puisqu'on a bien une personnalité morale, donc c'est le principe de la personnalité morale, qui est bien distincte du chef d'entreprise. Donc, Par contre, administrativement, c'est une autre affaire. C'est complètement différent. Ouais. C'est vrai que malgré le fait qu'elle perdure, administrativement, on va connaître certains blocages. En premier lieu, je pense aux comptes bancaires, souvent. Donc, c'est la première difficulté. Les comptes bancaires sont souvent bloqués parce qu'en tant que chef d'entreprise, si vous étiez le seul à avoir la signature, le pouvoir de signature sur les comptes, il ne sera plus possible de faire... Donc, l'entourage ne peut pas débloquer les comptes ? Alors, l'entourage va pouvoir agir, puisque quand tout est bloqué, vous avez une possibilité, c'est d'aller voir le tribunal de commerce, donc soit l'entourage, la famille, le conjoint, un associé. Vous vous tournez vers le tribunal de commerce qui va désigner un administrateur ad hoc de manière à ce que l'entreprise puisse être gérée, débloquer les situations, faire fonctionner les comptes jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau dirigeant qui soit institué dans l'entreprise. Ça prend un petit peu de temps quand même. Ça peut être long, un peu long et un peu contraignant. Et comment on peut éviter ça ? Alors, on peut l'éviter. Alors, on peut éviter ces situations de blocage, parfois en donnant des pouvoirs soit à des proches, soit à un associé. On peut donner des pouvoirs de signature, des pouvoirs de gestion, pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'entreprise jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau dirigeant qui soit nommé. Là, on parle de société, mais quand on est dans le cas, parce qu'il y en a peut-être certains qui nous regardent, dans le cas d'une entreprise individuelle, est-ce qu'on est dans la même situation ? Alors, pas du tout. Non, l'entreprise individuelle, c'est un cas particulier. Ouais. C'est très particulier, puisque dans l'entreprise individuelle, l'entreprise n'a pas de personnalité morale, comme on a parlé sur la société. Ça porte bien son nom, c'est individuel. C'est ça. Elle n'est pas du tout distincte du chef d'entreprise. Les deux patrimoines, qu'ils soient professionnels et personnels, sont confondus. Donc, l'entreprise individuelle, elle n'a pas du tout vocation à perdurer au-delà du décès ou de l'incapacité du dirigeant. Si le dirigeant est incapable, finalement, il n'y a plus de possibilité de faire perdurer l'activité. Même s'il y a un fonds de commerce et du matériel ? Alors, s'il y a un fonds de commerce, du matériel, bien sûr, ils peuvent être transmis, repris, vendus, transmis à des héritiers. Donc l'activité est stoppée complètement ? L'activité, elle est stoppée et les biens de l'entreprise doivent être liquidés. Et là, dans ce cas-là, si les héritiers veulent récupérer la valeur de l'entreprise, il faut aller aussi au tribunal de commerce ? Alors, quand tout est bloqué, effectivement, pour faire fonctionner, ou en tout cas pour clôturer l'activité proprement, entre guillemets, là encore, l'entourage peut se tourner vers le tribunal de commerce. On a aussi, encore une fois, un mandataire ad hoc qui est désigné pour faire fonctionner les comptes, pour clôturer, entre guillemets, proprement, comme je l'ai dit, payer les salaires, payer les fournisseurs et stopper l'activité convenablement.
Tous ces blocages administratifs dont on parle, évidemment, dans des situations dramatiques comme le décès du chef d'entreprise, on n'a pas envie d'avoir à s'en occuper à ce moment-là, dans ces moments-là. Comment on peut anticiper ces situations et prévoir des solutions ? Alors, il est possible de prévoir des solutions. Alors, pour les sociétés, l'idée, c'est d'avoir des statuts qui soient le mieux rédigés possible, dans lesquels on va pouvoir donner des pouvoirs de gestion à un associé, au conjoint ou à un héritier ou une personne de confiance. Ça peut se faire dans les statuts. Mais aussi, ce qu'il est possible de faire, c'est de mettre en place des mandats. On a des mandats de protection future. Donc, dans ce type de mandat, vous allez désigner une personne de confiance qui sera habilitée à gérer votre entreprise au cas où vous deviendriez incapable. Si vous avez une situation de vulnérabilité, dans ce cas-là, vous avez choisi la personne qui va vous remplacer. On a un deuxième type de mandat, c'est le mandat à effet posthume. Donc celui-là, ce mandat-là, vous désignez aussi une personne de confiance qui va gérer votre entreprise, mais là, dans le cas où vous viendriez à disparaître. L'idée, c'est d'avoir la maîtrise avant. En fait. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de désigner, de choisir, quand tout va bien, que vous faites votre choix, vous choisissez la personne qui serait habilitée à gérer votre entreprise en votre absence. Et on s'adresse à qui, alors, pour toutes ces solutions que vous évoquez ? Alors, toutes ces solutions-là, tout ce qui est rédaction des statuts, quand on est dans le cadre d'une société, vous pouvez vous tourner vers votre notaire ou votre avocat. Donc, et là, même, je vous conseille de le faire pour avoir des statuts qui soient bien rédigés et exhaustifs. Par contre, en ce qui concerne les mandats à effet posthume ou de protection future, dans ces cas-là, c'est vraiment l'affaire du notaire. Vous nous avez parlé de toutes les solutions, donc 3 solutions à peu près, si j'ai bien retenu. Est-ce qu'en entreprise individuelle, pour y revenir aussi, il y a autant d'options que ça ? Non, vous avez moins d'options dans une entreprise individuelle puisque comme il n'y a pas de personnalité morale, il n'y a pas de statut. Donc vous ne pouvez pas partir du principe que vous allez avoir des statuts exhaustifs en donnant des pouvoirs de gestion. Par contre, vous pourrez faire les mandats à effet posthume ou les mandats de protection future. Donc là encore, quand vous êtes en entreprise individuelle, je vous invite à aller voir votre notaire pour mettre en place ces mandats-là et ne pas laisser faire le hasard. Alors là, on parle beaucoup des comptes bancaires et c'est normal parce que ça sert à payer les fournisseurs, les salariés aussi. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres conséquences aussi pour l'entreprise. Alors, la première conséquence, souvent, c'est une baisse du chiffre d'affaires parce que très souvent, on a un chef d'entreprise qui a des compétences clés pour le fonctionnement de l'entreprise, donc pour le développement du chiffre d'affaires ou un savoir-faire particulier. Donc, dans ce cas-là, si le chef d'entreprise devient vulnérable, on a une baisse du chiffre d'affaires et ça, pour y faire face, il faut... de la trésor. C'est ça, il faut s'assurer d'avoir une trésorerie assez importante pour continuer à faire fonctionner, prendre en charge les frais fixes, donc le salaire, les remboursements de prêts, les loyers, ce genre de choses. Mais aussi, on veut s'assurer que l'entreprise, elle fonctionne bien, elle continue de bien fonctionner. Recruter, former des gens. Pour recruter quelqu'un qui aura les mêmes compétences, former une personne qui viendra en remplacement du chef d'entreprise. C'est important pour maintenir une entreprise, une bonne activité et pouvoir soit conserver l'entreprise dans de bonnes conditions ou pouvoir la vendre aussi dans de bonnes conditions. Et fiscalement, il y a des conséquences aussi ? Alors oui, fiscalement, il y a une conséquence financière qui est un petit peu plus méconnue. C'est la conséquence fiscale du décès ou de l'incapacité du dirigeant. C'est un coût, tout à fait, puisque quand vous devenez vulnérable en tant que chef d'entreprise, bien souvent, vous avez des contrats d'assurance qui ont été souscrits de prévoyance, par l'entreprise, c'est ça. Des prévoyances, des contrats, des assurances de prêt. Donc, dès lors que vous devenez vulnérable, les contrats d'assurance vont se mettre en marge, vous allez être indemnisé, l'entreprise va être indemnisée, et quand vous allez recevoir ces indemnisations... C'est versé sur le compte de l'entreprise ? Alors, ça peut venir éteindre le prêt. Donc, en fait, vous ne le voyez finalement pas passer. Ça va directement éteindre la dette bancaire. Donc, ça passe par le compte de l'entreprise. Par contre, comptablement, on est obligé de l'enregistrer comme un bénéfice exceptionnel. Ah, d'accord. Qui dit bénéfice exceptionnel dit augmentation de l'impôt de l'entreprise, que ce soit de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur les sociétés. David, je ne vous ai pas oublié. Comment on peut se prémunir de ces besoins de trésorerie, justement ? Est-ce qu'on peut anticiper ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Bien sûr. Il est possible de prévoir des contrats de prévoyance pour l'entreprise qui lui permettront finalement de bénéficier d'un volet de trésorerie. Spécifiquement pour ça ? Spécifiquement, en cas de décès notamment du dirigeant,
mais tout simplement en cas d'incapacité ou d'invalidité du dirigeant. On parle alors d'une garantie homme-clé. Ah, d'accord, c'est ce que disait Maïté. Voilà. C'est l'homme-clé, oui, ça porte bien son nom. Maïté parlait précédemment du dirigeant, mais c'est exactement aussi valable pour la personne clé de l'entreprise. C'est pas forcément le dirigeant ? Non, ça peut être la personne clé de cette entreprise dans le sens où c'est la personne qui détient le savoir-faire, les compétences techniques ou commerciales qui sont elles-mêmes génératrices ou apporteuses de chiffres d'affaires dans l'entreprise. Exemple ? Le premier qui me viendra en tête, c'est celui du chef d'un restaurant, par exemple. Sans lui, rien ne va sortir de la cuisine. Donc, en son absence, aucun produit pourra être proposé à ses clients de l'établissement, donc pas de chiffre d'affaires au final. Bien sûr. Voilà. C'est là que les indemnités journalières du contrat homme-clé prennent tout leur sens, finalement. La MAF pourra prévoir un versement d'indemnités journalières au gérant de l'entreprise qui lui permettra finalement d'embaucher peut-être un remplaçant provisoire. Ce pas des IJ qui sont versés pour lui, pour assurer son revenu. Non, c'est pour ça sera continuer à faire effectivement à fonctionner l'entreprise l'entreprise. directement. Restera à calculer finalement ce que coûterait le remplaçant provisoire de son salarié absent. Ça peut être par exemple un salaire en incluant les charges fixes, les charges tout court. Pour déterminer le montant Voilà, des pour indemnités. déterminer le montant des indemnités journalières versées à l'entreprise. Là, vous nous parlez effectivement de l'exemple d'un chef restaurant et c'est effectivement intéressant. Et donc, pour un chef d'entreprise dirigeant, mais qui est seul, justement, c'est un cas qui est parlant. là, il peut prendre le relais, le chef, mais... Voilà, c'est ça. Le dirigeant qui travaille seul, en son absence, lié à une incapacité par rapport à une maladie ou un accident, lui est difficilement remplaçable. oui, le chef, oui, mais lui, non. Ouais. C'est ça, puisque lui maîtrise pleinement son activité. C'est-à-dire la gestion de l'entreprise, la partie commerciale, la partie comptable, le savoir-faire, tout simplement. Sans lui, le business ne se fera pas. Par contre, les charges, ça tombe. Et c'est ça, les charges récurrentes continueront à tomber, pour le coup. Et là, contrat aussi à la MAF C'est ça, le contrat MAF pourra prévoir de verser des indemnités en fonction, calculées sur la base de ces charges fixes, mensuelles. Qui seront entièrement prises en charge. Exactement. D'accord. Et quand tout va bien, que l'entreprise est en expansion, on fait des investissements, des prêts bancaires, Maïté, est-ce qu'on a besoin aussi de prévoir ces arrières pour le cas où on deviendrait vulnérable ? Alors, non seulement on a besoin de les prévoir, ces arrières, mais souvent, c'est une condition qui est demandée par l'établissement bancaire qui fait le crédit. Parce que quand tout va bien, on développe son entreprise, on a besoin de faire des investissements professionnels et du coup, on a recours aux prêts professionnels. Et on a une assurance ? Et on a une assurance décès invalidité qui est souvent le prérequis à l'obtention du financement. Donc, effectivement, on a... Au-delà d'avoir besoin, c'est une obligation de prévoir ce type d'assurance. Et David, en tant que conseiller MAF, vous accompagnez vos clients professionnels dans le besoin d'assurance de prêt professionnel, par exemple ? C'est exact. Vous pouvez. C'est exact. Ouais. Ces professionnels, donc, on va les accompagner sur de la durée, aussi bien sur les nouveaux prêts, enfin l'assurance des nouveaux prêts, ou sur les prêts déjà en cours. C'est ce qu'on appelle la substitution d'assurance. D'ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi Lemoine en février 2022... Ah oui, on peut changer quand on veut. Voilà. Quasiment. Le marché a connu ces nouveautés, dont effectivement la résiliation à tout moment par le client. Concrètement, il ne sera plus tenu par une date d'échéance à respecter afin de résilier son contrat d'assurance. Concrètement, sous 30 jours, le nouvel assureur pourra faire les démarches pour récupérer l'assurance. Par contre, il y a toujours le bilan de santé, ça existe toujours, ça ? Alors, il y a une partie de la sélection médicale qui a été supprimée. Alors, sous certaines conditions, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que le client qui a moins de 60 ans, ou si son prêt est inférieur à 200 000 euros, par emprunteur... Là, il n'y a pas de demande de bilan. Il n'y a pas de demande de bilan de santé dans ces cas-là. Pour le coup, aucune majoration de tarif ne pourra être appliquée par l'assureur dans le cadre d'une éventuelle pathologie. On a eu également l'élargissement du droit à l'oubli. C'est-à-dire que le délai de recueil des informations médicales relatives à des pathologies de type cancer ou hépatite C est passé de 10 à 5 ans. Alors, ça permettra peut-être d'éviter un refus d'assurance par l'assureur. Et c'est quoi l'intérêt de se rapprocher d'un conseiller MAF, par exemple, dans ces cas-là ? Tout simplement parce que l'offre MAF est compétitive par rapport à la concurrence. Je pourrais mettre en avant notamment la prise en charge forfaitaire de l'arrêt maladie. C'est-à-dire que la MAF ne tiendra pas compte des indemnités versées
par le régime obligatoire, par la sécurité sociale. L'indemnité journalière sera maintenue à hauteur de 50%, et ce, dans un délai de 6 mois, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, par exemple. D'accord. Maïté, je voudrais qu'on parle d'un cas particulier, que celui des entreprises familiales, parce que certains chefs d'entreprise qui nous regardent dirigent des entreprises qui ont été peut-être fondées par leur père, leur grand-père, des entreprises qui se transmettent de génération en génération. Est-ce que ces entreprises ont des besoins particuliers pour se prémunir plus encore de la disparition du chef d'entreprise ? Alors oui, tout ce qu'on s'est dit précédemment, c'est valable. Il faut une trésorerie, etc., etc. Tout reste vrai. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête dans le cas d'une entreprise familiale, c'est que la première conséquence quand on veut conserver l'entreprise, c'est le paiement des droits de succession. Et le paiement des droits de succession, il doit se faire dans les 6 mois qui suivent le décès du dirigeant, du chef d'entreprise. Donc, si on veut s'assurer que l'entreprise va bien être transmise dans le cadre familial, assez souvent aux enfants, dans ces cas-là, il faut s'assurer qu'un capital puisse leur être transmis et qu'il puisse être transmis assez rapidement. Parce qu'on imagine bien que il va falloir régler dans les 6 mois. La valeur de l'entreprise, elle entre dans le calcul des droits de succession ? C'est ça. Quand on reprend, si on reprend le fonctionnement d'une succession, on va venir taxer l'ensemble du patrimoine du chef d'entreprise, dont fait partie l'entreprise, hormis l'assurance vie. D'accord. Et lorsqu'il y a un ou plusieurs héritiers repreneurs ? Alors, c'est la particularité. Quand on a un ou plusieurs héritiers repreneurs, on a la possibilité de faire un engagement de conservation de l'entreprise ou des titres de l'entreprise, des parts actions de l'entreprise. Et dans ces cas-là, avec cet engagement et d'autres conditions, bien sûr, on va pouvoir venir exonérer la valeur de l'entreprise dans le calcul des droits jusqu'à de 75%. D'accord. Donc on va pouvoir bénéficier de cette exonération-là quand on est dans un cadre d'entreprise familiale. Alors, ça, c'est le pacte Dutreil. Ça, c'est ce qu'on appelle le pacte Dutreil, tout à fait. Donc là, ça fonctionne en cas de succession et en cas de donation. En cas de transmission intrafamiliale, ça fonctionne très bien. C'est sous condition. Là aussi, moi, j'invite les clients à aller voir leur notaire ou leur avocat pour avoir toutes les précisions sur ce pacte Dutreil. Mais les droits de succession, dites-moi, il faut les payer. Mais les droits de succession, il faut les payer, tout à fait. Et même calculer sur les 25% restants de la valeur de l'entreprise, plus le reste du patrimoine, bien sûr, ça peut faire une somme très importante à devoir donc à l'administration fiscale pour pouvoir conserver le patrimoine en l'état et surtout conserver l'entreprise. Puisqu'on peut être obligé de vendre au final, c'est ça ? Au final, on peut se retrouver être obligé de vendre des biens de la succession, voire l'entreprise. Ah oui. Et donc dans ces cas-là, de mauvaises conditions parce qu'il faut aller vite. Parce qu'on va vite. Quand on vend dans la précipitation, souvent on est obligé de vendre à des prix inférieurs au prix du marché. Donc, vous avez parlé des enfants, mais pour le conjoint, ça s'applique ou pas ? Alors non, le conjoint, lui, compte tenu de la loi TEPA de 2007, que ce soit le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, si on transmet au partenaire de Pacs avec un testament, on transmet l'entreprise, dans ces cas-là, c'est pas du tout, c'est pas applicable. Ils ne sont pas redevables des droits de succession. Alors, vous nous avez expliqué les conséquences possibles. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller dans ces cas précis pour se prémunir de ces situations ? Alors, dans ces situations-là, il faut s'assurer qu'on va transmettre un capital rapidement et un capital suffisant. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de connaître le montant, l'estimation du montant des droits de succession qui sera à devoir. D'accord. Il faut savoir de quoi on parle, de combien on parle. Donc, là, on va voir David, par exemple. C'est ça, on se rapproche de son conseiller financier MAF qui peut vous aider à faire l'estimation ou aussi de vos conseils habituels, notaires, avocats, etc. Ils sont tout à fait habilités à faire le calcul, une estimation rapide. Et quand le montant nécessaire est déterminé, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que le montant nécessaire est déterminé, on va avoir 2 solutions pour pouvoir atteindre cet objectif-là, d'avoir un capital suffisant. Soit on a déjà un matelas d'épargne qui est suffisant, on a les liquidités qu'il faut. Dans ces cas-là, on les isole, entre guillemets, on les place sur un contrat d'assurance vie et on désigne comme bénéficiaires les héritiers, notamment les héritiers repreneurs, de manière à ce qu'ils aient la somme suffisante pour payer les droits de succession, notamment. Et la deuxième solution, si on les a pas, quand on les a pas, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'épargne suffisante, c'est de souscrire un contrat de prévoyance, un contrat ce qu'on appelle temporaire d'essai, invalidité.
Dans ces cas-là, contre une cotisation annuelle, vous désignez là encore des bénéficiaires qui seront les héritiers repreneurs, de manière à ce que si jamais vous veniez à décéder ou à être en ce qu'on appelle en perte totale et irréversible de l'autonomie, vous recevez, les héritiers que vous avez désignés reçoivent le capital et ça leur permet de pouvoir régler les droits de succession sereinement. Donc là, si je comprends bien, vous nous proposez deux solutions. Soit on place l'épargne sur le contrat d'assurance vie, soit on souscrit un contrat d'assurance décès. Il n'y a pas une troisième solution, une solution médiane ou supplémentaire? La troisième solution, c'est une solution mixte, j'ai envie de dire. L'idée, c'est quand même de sensibiliser les chefs d'entreprise à épargner et à se constituer ce matelas d'épargne qui est quand même très favorable et qui est un petit peu nécessaire, obligatoire pour régler les droits de succession. Donc il faut le faire dès qu'on contracte le... Ça, l'idée, c'est de pouvoir souscrire un contrat d'assurance vie, mettre en place des versements automatiques programmés, de manière à se constituer le matelas qu'il faut. Mais ça peut ne pas être suffisant. Mais ça peut ne pas être suffisant. Donc en complément, c'est pour ça que la solution est mixte, en complément, l'idée c'est de souscrire aussi un contrat de prévoyance temporaire décès et invalidité, de manière à ce qu'on ait une protection suffisante le temps d'accumuler l'épargne nécessaire sur son contrat d'assurance vie. Et avec tous ces contrats, on peut assurer le règlement des droits de succession et du patrimoine. C'est ça. David, un complément ? Je rejoins pleinement Maïté dans la stratégie de la solution mixte. En effet, le professionnel pourra verser mensuellement sur son contrat d'assurance vie en fonction de sa capacité d'épargne. Mais ces versements programmés, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut changer tous les mois si on veut. Sur le contrat MAF, ils sont très souples. Pour le coup, on peut les augmenter, les diminuer, voire les arrêter, quitte à les reprendre, et ce à tout moment. Ça rapporte des intérêts en plus, non ? L'idée étant que ces versements programmés rapportent des intérêts sur de la durée, suivant la sensibilité, l'horizon de placement, les connaissances, expériences financières du professionnel. Le conseiller MAF va mettre en place des supports d'investissement différents. Ça peut être des fonds complètement sécuritaires, ce qu'on appelle des fonds en euros, des paniers d'unités de compte, en privilégiant, si vous voulez, des secteurs géographiques, des secteurs d'activité différents, dans le but de diminuer la prise de risque. En outre, nos contrats MAF prévoient des options de gestion. J'entends par exemple la sécurisation des plus-values, l'arbitrage progressif, qui permettent d'optimiser dans le temps le placement. Et le contrat temporaire d'essai, donc ça, vous le conseillez ? Justement, à ces versements programmés, on va, encore une fois, je rejoins Maïté, on va, en attendant que le contrat d'assurance vie ciblé en amont, le capital donc qu'il va falloir pour le dirigeant soit atteint, on va effectivement prévoir, ce qui est judicieux, ce contrat d'assurance décès. Et là, il est ajustable en fonction des mois, des années qui Il est modifiable en fonction de l'évolution du capital d'assurance vie ciblé. Par exemple, plus on se rapprochera du capital ciblé, plus ça nous permettra de peut-être baisser le capital contractuel de l'assurance décès. Donc ça baisse la cotisation. Voilà, mécaniquement, ça créera la baisse de cotisation. Maïté, on a parlé des conséquences et de la sécurisation de la sphère professionnelle en cas de vulnérabilité du dirigeant. Qu'est-ce qu'on peut dire des conséquences sur l'aspect familial ? Parce qu'elles ne sont pas neutres, évidemment. Alors oui, on a commencé à le pressentir déjà. C'est ça, sur la sphère familiale. Alors on a parlé des droits de succession pour les héritiers repreneurs. On a exactement le même mécanisme pour les héritiers, même s'ils ne sont pas concernés par l'entreprise. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas le pacte du Dutreil qui va exonérer 75% de la valeur de l'entreprise. Donc là, et vous avez dit, dans les 6 mois, il faut payer. Et dans les 6 mois, il faut payer, de toute manière. Et là, la valeur de l'entreprise va entrer de plein fouet dans le calcul des droits de succession avec l'intégralité du patrimoine. Donc souvent, chez les professionnels, l'outil de travail peut représenter beaucoup, une valeur importante. Donc les héritiers, des liquidités suffisantes. Donc des fois, le montant des droits est important et il va falloir avoir les liquidités suffisantes pour régler les droits de succession et ne pas se séparer du patrimoine. Donc ça veut dire qu'il faut envisager les mêmes solutions de contrat de prévoyance et d'assurance vie pour la famille, même s'il n'y a pas de repreneur. Tout à fait. Il faut l'envisager. On peut envisager de la même manière un contrat, si on n'a pas les liquidités, on n'a pas l'épargne, il faut envisager un contrat de prévoyance
donc une temporaire décès invalidité, de manière à ce que on soit un peu plus serein, même si on ne peut pas vraiment l'être dans ce type de conditions, mais de transmettre le capital nécessaire ou une grande partie du capital qui est nécessaire pour le règlement des droits de succession aux enfants. Ouais. C'est ça. Parce que généralement, c'est eux qui s'acquittent des droits de succession. C'est tout à fait ça, ce sont les enfants. Est-ce que le distinguo, il est important entre les formes d'union, quand on souhaite protéger son foyer en transmettant un capital à la personne avec qui on vit, donc concubinage, pax, effectivement, il ne faut pas oublier la personne avec qui l'on vit. C'est important, on a parlé beaucoup des enfants, mais la personne avec qui l'on vit, il faut la protéger déjà d'un point de vue des revenus, parce que même si elle est exonérée des droits de succession, bien souvent, en tout cas, il faut protéger les revenus parce que dans le cas d'une entreprise, même s'il y avait des rémunérations qui étaient dues, des rémunérations ou des dividendes qui étaient dus, et même si on était marié sous un régime de communauté et que l'entreprise était un bien de la communauté, on ne peut plus percevoir les revenus si c'est bloqué, comme vous nous disiez tout à l'heure. Tout est bloqué, donc on ne peut plus percevoir les revenus. Donc ça, c'est le côté très court terme. À moyen terme, on va avoir besoin aussi, le temps que la famille se réorganise, qu'on réorganise les finances au sein du foyer, qu'on puisse faire face au niveau de vie pendant quelques temps, il va falloir, par principe, transmettre un capital à la personne avec qui l'on vit. Et là, c'est une assurance vie, pareil, ou contrat de prévoyance. Assurance vie ou contrat de prévoyance. Et quand c'est un concubin ? Et quand c'est un concubin, donc là c'est un petit peu différent, il faut l'envisager de manière un petit peu différente parce que le concubin, rappelons-le, c'est une tierce personne. Il n'est pas héritier. Il n'est pas héritier. Aux yeux de la loi, c'est une tierce personne. Il n'a pas à hériter quoi que ce soit, sauf s'il y a un testament mis en place. Et sa taxe. Et c'est surtout que la taxation est très importante, puisque les droits de succession sont de 60% après un abattement de 1 595 €. Donc la taxation est assez importante. Donc, par exemple, si on prend un exemple où on va léguer sa part de résidence principale, par exemple, à son concubin, 60% d'une part de résidence principale, ça peut être très important. Donc, en plus du capital qu'on veut transmettre pour maintenir le niveau de vie un certain temps à son concubin, il va falloir ajouter justement ce montant de droits de succession à devoir. Bon, est-ce qu'on peut essayer de donner des ordres d'idées de montants, parce qu'on n'a pas parlé de montants finalement, pour permettre justement à la famille de rebondir dans ces cas-là? Alors oui, on a des grands ordres d'idées pour orienter nos clients. Après, c'est vraiment adaptable à chaque situation, chaque façon de vivre aussi. Donc, bien souvent, on conseille 2 à 3 années de revenus du foyer, plus une année de revenus par enfant à charge, donc pour prendre en charge le financement de l'éducation, des études, etc. Donc ça, c'est bien sûr adaptable. Des montants plus élevés peuvent aussi se justifier en fonction des situations. Il y a un cas dont on n'a pas parlé, c'est le cas de l'association. Parce que quand il y a un des associés qui devient vulnérable, comment ça se passe pour l'autre ? Alors là, pour le coup, effectivement, quand son partenaire professionnel devient vulnérable, il faut penser à cette situation-là. Bien souvent... C'est prévu dans les statuts. Alors bien souvent, en tant qu'associé, on se dit « je voudrais conserver l'entreprise, je voudrais conserver mon outil de travail et pouvoir lui racheter ses parts ». Ça peut être prévu dans les statuts, donc d'avoir un droit préférentiel au rachat, ou alors aussi dans un pacte d'associés. Donc un acte qui est complètement à part, qui prévoit le rachat par l'un ou par l'autre en cas de vulnérabilité. Il faut avoir l'argent pour ça. Néanmoins, c'est ça. Le souci, c'est de se dire, est-ce que, au moment où la situation intervient, je vais avoir la capacité d'épargne suffisante ou est-ce que je vais avoir la capacité d'emprunt aussi suffisante pour pouvoir racheter les parts de mon associé qui est soit décédé ou devenu incapable. Et là, dans ces cas-là, il y a des solutions qui existent pour s'assurer du financement du rachat des parts. Oui, tout à fait. On a là encore un panel de solutions qui passent souvent par les contrats de prévoyance, des contrats temporaires d'essai invalidité. Là encore, ce qu'on préconise, c'est de mettre en place pour chaque associé un contrat d'assurance de prévoyance qui couvre l'autre associé, et on le fait de manière croisée, de façon à ce que les associés se couvrent mutuellement. Alors ça permet en fait à celui qui reste
de percevoir un capital, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Ça sécurise tout le monde finalement, ça ne sécurise pas que celui qui reçoit le capital. Alors c'est sûr que celui qui reçoit le capital, il est sûr d'avoir les liquidités pour racheter les parts de son associé qui est soit décédé ou incapable. Mais de l'autre côté du miroir, c'est que l'associé qui est devenu incapable, lui, ça lui permet de financer son autonomie. Bien sûr. Ou alors, s'il est décédé, ça permet aussi aux héritiers d'être sûrs de vendre à un prix correct et de récupérer les bénéfices, la vente des parts pour payer les droits de succession ou faire face à d'autres dépenses suite au décès. Bon, on a donné beaucoup d'informations pendant ces trentaines de minutes qu'on a passées ensemble. En quelques mots, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne, Maïté, de tout ce qu'on s'est dit ? Alors, on a dit beaucoup de choses, on a donné beaucoup de solutions de protection financière. Avec tous ces contrats d'assurance, on peut sécuriser financièrement justement l'entreprise et la sphère familiale dans le cas d'une vulnérabilité. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, il faut vraiment avoir à l'esprit que tout ça fonctionne très bien si, entre guillemets, vous avez mis la protection juridique qui convient en face. Si vous avez une rédaction de statut qui est correcte, exhaustive et qui correspond à ce que vous souhaitiez, si vous avez mis des mandats en place ou des pactes d'associés, effectivement. Donc là, notaire, avocat ? Là, je vous conseille d'aller voir votre assureur pour le côté financier et aussi votre notaire ou votre avocat pour que tout fonctionne bien. David, votre mot de la fin ? Je dirais pas mieux que Maïté. Échanger avec son notaire, son avocat, son conseiller financier permet de s'organiser et prévoir des situations, on le constate, c'est essentiel. Donc j'invite les professionnels qui nous regardent à se rapprocher rapidement de leur conseiller financier. Merci Maïté, merci David, merci beaucoup pour ces précieux éclairages. C'est toujours très important de refaire le point sur ces situations qu'on anticipe malheureusement pas suffisamment. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir, ou vous avez peut-être déjà reçu un questionnaire de satisfaction. Merci de prendre quelques secondes pour le remplir, ce qui permettra évidemment à la MAF de vous proposer des événements qui sont toujours à la hauteur de vos attentes. À bientôt, merci, au revoir.